frappe israélienne a visé un hôpital et le bilan serait particulièrement lourd, avec entre 200 et 300 morts. On va voir évidemment les images en direct et on va les commenter avec notre deuxième invité ce soir, c'est le général Christophe Gomard, l'ancien directeur du renseignement militaire de 2013 à 2017, ancien commandant des forces spéciales, auteur de Soldats de l'ombre, au cœur des forces spéciales. Bonsoir général. Bonsoir. Bonsoir général. Alors déjà l'information prend énormément d'ampleur. Le président Abbas par exemple parle de massacre ce soir et appelle à un deuil national. On sait qu'il y a des moments parfois clés, le mot tournant est un peu galvaudé dans des guerres comme celle-ci. À quel point cette information, encore une fois, si elle était totalement confirmée, mais encore une fois Israël a été visiblement, on lui a demandé de confirmer l'information, mais à quel point cette information pourrait avoir un impact majeur, sachant qu'on est dans un contexte où beaucoup disent Israël va déjà trop loin, sachant que l'Iran menace de dire si ça va trop loin côté israélien, on pourrait s'engager. Alors de mon point de vue, d'abord, il faut toujours se méfier des... L'annonce est faite en effet par le Hamas. Elle a tout intérêt effectivement à dire que les Israéliens ont tiré de manière directe sur un hôpital. Donc effectivement, j'allais dire le sentiment qui est le nôtre, de chacun d'entre nous, c'est de dire waouh, ils tirent en plus sur un hôpital. Les Israéliens ont l'habitude, en règle générale, de prévenir avant. Donc, soit c'est autre chose qui s'est passé, soit effectivement il y a eu une erreur de tir, ce qui est toujours possible, vu le nombre d'obus et de missiles qui ont été tirés, ça reste possible. On se souvient effectivement entre la Russie et l'Ukraine, un certain nombre de tirs qui sont tombés sur les hôpitaux, des bâtiments. Malheureusement, c'est la guerre, j'allais dire. Même si on ne peut absolument pas s'en réjouir. Est-ce que c'est un tournant dans la guerre? Je ne pense pas. C'est vrai qu'une semaine après les massacres que l'on a pu voir, il y a une espèce de tendance en termes de communication, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on trouve que les Israéliens tapent trop les Palestiniens. Mais ça, c'est notre point de vue d'occidentaux. Eux, ils sont vraiment dans une guerre, c'est la guerre du talion, c'est la loi du talion, c'est une vraie vengeance. Vous m'avez massacré tant de personnes, et on a vu, c'était horrible. Il y a des enfants qui ont été massacrés sous les yeux des parents, puis les parents ont été assassinés ensuite. Donc il faut s'imaginer l'ampleur du drame vécu par les Israéliens, qui sont en plein deuil, ils sont en train d'enterrer tous les leurs. Le même drame est vécu, bien sûr, par les Palestiniens, qui sont sous les bombes à l'heure actuelle israéliennes. Et c'est toute la difficulté, c'est comment Israël fait la guerre face à un mouvement qui n'est pas une armée, mais un mouvement avec des soldats ou des combattants plutôt. C'est là où c'est compliqué. Mais je me méfie toujours, et peut-être faut-il en savoir plus avant, effectivement, de se faire un avis définitif. C'est sûr que la difficulté pour Israël, c'est de faire le tri, entre guillemets, dans ses frappes entre les cibles civiles et les cibles du Hamas. On peut imaginer que les populations sont mélangées. On a entendu d'ailleurs l'ambassadeur Danon il y a quelques instants dire qu'il était possible que le Hamas se serve de la population civile comme de boucliers humains. Oui, c'est d'ailleurs pour ça que les Israéliens ont demandé il y a quelques jours à la population du nord de la bande de Gaza d'évacuer vers le sud pour avoir les mains plus libres, entre guillemets, et frapper sur les bâtiments dans lesquels ils supposent que le Hamas s'est retranché, dans lesquels le Hamas a dû préparer des pièges d'ailleurs, pour effectivement tirer sur les bâtiments. Mais ça peut être le cas d'un hôpital. Alors, c'est tout le problème, c'est que bien souvent, et on a vu ça dans des guerres précédentes, où les gens mettent des batteries à côté des hôpitaux pour éviter effectivement que l'on tire sur cet hôpital. Et évidemment, le but de l'artillerie, c'est d'essayer de détruire les canons qui vous tirent dessus. Donc vous voyez, c'est là où c'est complexe. On n'est pas dans une guerre très simple, et c'est encore moins simple quand toute la population civile, en fait, est prise, malgré elle, dans un combat qu'elle n'a pas voulu. Et donc, le contexte, c'est aussi, à chaque heure, chacun guette une opération terrestre d'Israël. Est-ce qu'Israël va y aller franchement, totalement, cette fois ou non? Pourquoi l'intervention terrestre n'est pas encore arrivée? Pourquoi ça n'a pas déjà été le cas? Évacuation de civils, main retenue par les États-Unis. Est-ce qu'il y a aussi la question très pragmatique de l'évaluation des tunnels? Ces 500 km à minima de tunnels Gaza. Peut-être les Israéliens sont-ils en train d'essayer de s'informer sur la présence des hommes, la présence aussi des otages, leur situation? Comment vous expliquez ça? Alors, il faut se rendre compte, pour revenir un peu en arrière, du choc psychologique pour les Israéliens. Ils imaginaient un mur infranchissable. Le mur a été franchi. Ils s'imaginaient un dôme de fer infranchissable sur un plan aérien, il a été saturé, et s'imaginer une armée Tsahal suffisamment bien déployée pour empêcher toute tentative d'infiltration. Aujourd'hui, ils ont rassemblé des tas de réservistes qui sont plus ou moins préparés, plus ou moins entraînés, parce que, souvenons-nous,
les réservistes faisaient grève depuis 1 an face à la réforme de la justice de Netanyahou. Il y a des tas de réservistes qui sont arrivés de pays comme la France, d'ailleurs. Ça laisse le temps à Israël de mieux se préparer. Ça laisse le temps de mieux border sa frontière nord, j'allais dire en renforçant les forces qui sont au nord pour empêcher toute tentative éventuelle du Hezbollah. Ça laisse le temps de recueillir du renseignement. Ça laisse le temps, effectivement, de continuer à entraîner les réservistes qui se sont réengagés, qui ont été appelés à nouveau sous les drapeaux. Alors, recueillir du renseignement, notamment pour éventuellement aller chercher les otages. Il y en a plus de 100 qui sont retenus donc, dans la bande de Gaza. L'homme du renseignement, justement, que vous êtes, peut-il nous expliquer comment l'armée israélienne est en train de procéder en ce moment pour obtenir un maximum de renseignements sur la localisation des otages? Et est-ce qu'elle peut imaginer d'aller les chercher? Alors, le renseignement, c'est 4 types de renseignements. C'est le renseignement image, prise à partir de satellites ou de drones. C'est du renseignement électromagnétique, dont des interceptions de communication. C'est du renseignement cybernétique, donc tout ce qui passe sur le net. Et c'est du renseignement humain. J'imagine que dans le cas d'otage, il faut ce renseignement humain. C'est-à-dire que le renseignement humain, c'est-à-dire qu'il faut des hommes qui vous parlent, ou des hommes qui ont vu, ou des hommes qui savent l'emplacement de ces otages. Alors, est-ce que les Israéliens ont des agents infiltrés? Ça reste possible. Est-ce qu'ils ont des sources, c'est-à-dire des Gazaouis qui sont prêts à leur parler contre monnaie, contre, je ne sais pas, une exfiltration éventuelle dans une zone plus sûre? C'est probable. C'est probable et c'est possible, oui. Mais effectivement, ce temps laissé leur permet de recueillir plus de renseignements, c'est bien évident. Mais il ne fait aucun doute que le but d'Israël, c'est bien de détruire ce Hamas. Et en même temps, il y a Joe Biden qui arrive, et donc la météo était mauvaise. Donc en fait, effectivement, ça plus ça fait que je pense qu'ils attendront le départ de Joe Biden de la région avant éventuellement d'entamer leur offensive. On va se pour reposer la question dans quelques instants, mais en termes de renseignement et de capacité ou non d'Israël d'agir fort et clair. On a des informations là, ces dernières heures. Le Hamas dit la mort du commandant de la brigade centrale des brigades Izz-al-Din al-Qassam dans un raid israélien. Et ce week-end déjà, Israël disait avoir tué un chef du Hamas qui a mené l'attaque du 7 octobre dernier. Est-ce que ces morts de tête pensante de cette terrible opération prouvent qu'Israël a des ressources et de bonnes ressources en termes de renseignement et les bonnes capacités pour cibler et toucher quand elle peut le faire? Je n'ai jamais douté du renseignement israélien, de la qualité du renseignement israélien. L'échec du 7 octobre est lié à plusieurs choses, de mon point de vue, c'est-à-dire à une espèce d'endormissement. C'était une fête religieuse et donc les rabbins avaient demandé effectivement que les soldats puissent participer à cette fête. Un certain nombre de troupes avaient été envoyées vers la Cisjordanie et ils étaient effectivement trop confiants, excès de confiance, et l'excès de confiance à la guerre, ça tue. Mais je reste persuadé qu'ils continuent à avoir des sources, qu'ils continuent à être bien renseignés. Et donc, effectivement, en plus, ces chefs doivent communiquer à un moment donné. C'est-à-dire que quand on est à la guerre, bien sûr, les communications passent par les tunnels, bien sûr, les communications peuvent passer par de homme à homme, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de traces électromagnétiques. Mais je suis persuadé que les Israéliens continuent d'être bien renseignés. Ils nous ont bien aidés après les attentats de novembre 2015, par exemple. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont en guerre depuis la création de l'État d'Israël. Et pour sauver leur pays, enfin empêcher qu'ils soient envahis, et ça nécessite de disposer d'excellents services de renseignement. Alors vous nous avez parlé de la saturation du dôme de fer et de la surprise de la part de Tsahal d'avoir été débordé comme ça, alors qu'on pensait que cette armée était l'une des plus puissantes du monde, les plus infaillibles, moins de 10 millions d'habitants, 4,5% du PIB consacré à l'armement. Il y a aussi 2200 blindés, soit 10 fois plus que ce qu'on a en France, avec 530 pièces d'artillerie en plus, mais tout ça n'a pas pesé lourd, évidemment. Le 7 octobre, est-ce que vous pouvez nous remettre un petit peu les pendules à l'heure, si j'ose dire? Que vaut exactement l'armée israélienne? Quelles sont ses forces et ses lacunes? 500 000 hommes. 500 000 hommes, c'était le nombre de soldats français présents en Algérie à la fin de la guerre d'Algérie. Vous imaginez, donc, en Algérie, ce n'était pas exactement la même surface. Donc 500 000 hommes, c'est gigantesque, quand l'armée de terre française est à entre 100 et 120 000. Donc c'est beaucoup. Ensuite, en termes de chars, ils ont beaucoup plus de chars et de pièces d'artillerie que nous n'avons dans l'armée française. Donc je pense que c'est une bonne armée, faite de beaucoup de réservistes, très volontaires, et qui en veulent tous, en réalité. C'est-à-dire qu'ils ont tous quelqu'un, ou ils connaissent quelqu'un qui a perdu un mort dans la rave party ou dans les kibbutz. Ils ont vu des images absolument atroces. Donc c'est certain que leur objectif, c'est de détruire le Hamas. Et pour ça, ils prendront le temps nécessaire. Leur vraie difficulté,
c'est d'éviter ce qu'on appelle dans notre langage militaire les dommages collatéraux, c'est-à-dire en fait de tuer les civils, pour éviter effectivement ce regard très négatif du reste du monde, même si pour eux ce combat sera existentiel.